J'avais prévu d'évoquer la crise agricole, je vais l'évoquer un petit peu après. Et puis je vais commencer donc par la question justement de mon parcours personnel peut-être. J'avais évoqué la question peut-on être candidat royaliste aux élections, sous quelle forme, etc., à partir de mon expérience propre. Et puis, donc, je pense qu'après, je ferai la question d'actualité politique, si on veut, sur la crise agricole. On approche du salon de l'agriculture qui promet d'être un petit peu animé, d'une certaine manière, un petit peu agité. Et puis je terminerai sur l'histoire du groupe d'action royaliste et comment il peut être utilisé, en fait, comment son fonds, comment son patrimoine, comment ses idées, comment ses interventions, y compris ses intervenants d'ailleurs, peuvent être utilisés dans le cadre de l'action française, dans le cadre d'une action royaliste sur le long terme. Alors, je vais commencer donc par la question des candidatures royalistes aux élections. La première fois que j'ai été candidat, c'était en 1988, donc en Bretagne, chez moi. On était 3 candidats sur les cantonales, c'était avec Henri Lebal et puis un autre ami. On se présentait sous l'étiquette de la Fédération royaliste de Bretagne. On était d'ailleurs très inspiré par 2 unions royalistes, l'Union royaliste de Touraine et l'Union royaliste provençale. Je dirais que c'était un peu nos modèles quelque part, même si l'URP, à ma connaissance, n'avait pas présenté de candidat, mais c'était un peu l'esprit d'être présent sur le terrain local, d'avoir une activité de formation, etc., d'avoir un rayonnement tel que l'URP, nous étions dans les années 80, pouvait avoir avec les Beaux, etc., etc. Alors, première candidature en 1988. Nous sommes 3, la presse nous accueille plutôt favorablement, on a des articles dans le Télégramme, dans le Courrier de Cornouailles et dans Ouest France. Parfois un peu ironique, mais on a quelques articles assez intéressants. La presse n'était pas du tout fermée et nous avions surtout le soutien d'une personnalité bretonne qui avait compté, qui était un ancien résistant, Luc Robet, qui avait été résistant, déporté à Neuengamme, qui était rentré en 1946, je crois, de ce camp, donc bien après la guerre, parce qu'il n'était pas en état de revenir à ce moment-là, enfin dès 1945. Il avait été camelot du roi avant la guerre, il avait été ensuite, il a été un des conseillers du comte de Paris, en tout cas un des proches du comte de Paris, et il a été maire royaliste de Poulan-sur-Mer entre les années 50 et fin des années 50 et la fin des années 70. Il n'a jamais caché ce qu'il était, sans non plus, je dirais, arborer des fleurs de lys au balcon de la mairie, mais il avait demandé, lorsqu'on était venu lui demander d'être candidat et d'être élu maire, il avait demandé à ce qu'on enlève la Marianne de la mairie de Poulan-sur-Mer, et donc elle était rangée quelque part à la cave, je ne sais où, pendant les 3 mandats municipaux qu'il a fait donc à Poulan-sur-Mer. Donc il y avait cette autorité qui ouvrait d'ailleurs quelques portes, en fait, parce que c'était un notable. La résistance était un élément, je dirais, qui avait beaucoup compté en Bretagne dans la légitimation d'un certain nombre de personnages politiques. Et donc cette candidature s'est faite. C'est Henri Lebal qui avait initié ces candidatures sous l'étiquette donc de cette Fédération royaliste Bretagne, et nous avions comme en signe, nous avions une fleur de lys toute simple, mais nous avions aussi la fleur de lys de la Restauration nationale. Donc bien montrer à quel attachement nous étions, quelle organisation nous étions attachés. D'autres expériences, et là nous étions, c'était vraiment une candidature royaliste en tant que telle. Il y en a eu d'autres, il y a eu les législatives partielles, à 2 reprises pour mon cas, en 1995 face à M. Méhaignerie. Donc on avait un peu titré le chouan contre M. Méhaignerie, etc., etc. C'est une campagne qui était totalement royaliste, soutenue par l'Action française, avec les militants de l'Action française. On faisait les choses, à l'époque on n'avait pas encore les ordinateurs qu'on a aujourd'hui. Je me souviens qu'on avait fait beaucoup de choses
à Paris, et qu'on était sur le terrain. On avait fait une campagne de terrain sur une soixantaine de communes, entre Rennes et Vitré, face à Monsieur-Ménurie. On avait couvert d'affiches Monarchie fédérative, Action française, Fédération royaliste de Bretagne, etc. Une campagne très dynamique sur royaliste, pourquoi pas vous aussi, avec, je me rappelle, je vis à Château-Giron, je vote royaliste, pourquoi pas vous, enfin des tas de trucs avec les yeux. Ça, c'est un thème qu'on a beaucoup retrouvé ensuite au groupe d'action royaliste d'ailleurs. Et alors le résultat n'a pas toujours été à la hauteur, comme pour les cantonales. On n'a jamais atteint le 1%, mais on a fait quand même, par exemple, pour cette élection-là, 255 voix. C'est-à-dire que dans une circonscription, pour une législative partielle, où on avait quand même quelques soutiens, etc., on avait réussi à faire que 255 personnes votent, mettent un bulletin royaliste. Ce n'était pas le but du jeu en tant que tel d'avoir le maximum de voix, mais disons que ça fait quand même plaisir, même si c'était inférieur à 1%, parce qu'on savait que ces voix-là, c'était des voix qui comptaient quelque part. C'était pas quelqu'un qui avait mis un bulletin n'importe comment, hein. Ils avaient des tas d'autres candidatures qui pouvaient, dans ces cas-là, satisfaire leur insatisfaction, entre guillemets. Il y a eu une législative partielle en 2005 face à M. Patrick Devedjian. C'était sur 4 grandes communes. Il y avait Antony, Bourg-la-Reine, Mazarin, je crois, je ne me souviens plus quelle était Sceaux, la ville de Sceaux. Et alors d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que la ville de Sceaux, il y a un des monuments aux morts sculpté par Maxime Réal d'Elsart. Voilà. Et donc cette campagne a été là aussi très dynamique. J'ai effleuré les 1%, et j'ai dépassé un candidat qui était pourtant bien implanté, Chevènement-Tisse, sur 2 des communes, sur 4, etc. Et on a fait une campagne il y a eu une grande présence pendant 1 mois et demi, royaliste, avec une réunion, alors qui d'ailleurs a été moqué par le Parisien. Le journaliste du Parisien était venu au tout début de la réunion, il y avait quelques personnes, et il avait dit le royaliste chauvin mobilise peu. Et d'ailleurs, quand on fait une recherche, on tombe sur ce premier article, qui est assez vexant, parce que s'il était resté jusqu'au bout, la salle était remplie, en particulier de jeunes que nous ne connaissions ni d'Ève ni d'Adam, et de gens qui étaient venus après. Mais bon, l'article était sans beaucoup d'intérêt, d'une certaine manière. Enfin, il y avait quand même un article dans le Parisien, sachant que tous les candidats n'avaient pas d'article les concernant. Et puis, il y a eu d'autres campagnes, les campagnes européennes. J'ai fait 2 grandes campagnes européennes en tête de liste dans la région ouest. C'était 13 départements, en 2009 et 2014, sous le titre de l'Alliance royale. Et ça a été l'occasion pour moi de sillonner la Bretagne, surtout la Bretagne que je connaissais bien. Je corrigeais les copies sur le capot de ma voiture et je collais entre les deux, etc. Ça a été assez folklore. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en définitive, c'est épuisant. D'abord sur un aussi grand domaine. D'abord que l'élection européenne intéressait peu. J'avais été interrogé, enfin plutôt j'étais intervenu sur RMC aux grandes gueules pendant 2-3 minutes. J'étais en campagne dès le mois de février 2009 et j'avais particulièrement fait une campagne autour de Dinan, etc. Et j'avais témoigné à RMC en tant que royaliste et j'avais eu un accueil très favorable. C'était déjà les mêmes, je crois, déjà les 2 compères d'aujourd'hui, Olivier Truchot et je ne sais plus comment s'appelle le deuxième, et ils n'avaient pas du tout été moqueurs, et au contraire, ils avaient utilisé mon propos, mon témoignage, en disant, vous voyez, il est en campagne, etc. Et puis, personne ne s'intéresse à la campagne des européennes, il n'y a qu'un royaliste pour le faire, je ne sais plus comment ça s'était dit, mais c'était assez sympathique, et d'ailleurs, quand j'avais raccroché, la personne que j'avais au bout du fil qui m'avait accueilli, m'avait eu un petit mot d'encouragement très sympathique. Preuve que lorsqu'on est sérieux, on se présente sérieusement, on peut passer, je dirais, le filtre de certains médias et on peut évoquer quelques idées sur un thème un peu annexe. Je n'avais pas présenté les idées royalistes en tant que telles, mais sur le fait de la du désintérêt des populations pour quelque chose qui était organisé par le pays légal, par l'élection européenne. Alors les scores ont été dérisoires pour une raison relativement simple, c'est qu'il n'y avait pas de bulletin. Il fallait que les gens impriment leur bulletin. Donc en 2009 comme en 2014, c'est assez vexant d'ailleurs. Je me souviens qu'en plus, il faut savoir qu'aux européennes, il manque de personnel pour encadrer les bureaux de vote, etc. Et maman m'avait raconté comment elle était allée dans le bureau de vote d'à côté de la maison.
la mode Boulon, et un peu furieuse, il y avait marqué Alliance Royale sans E. Bon, déjà, ça commençait mal, donc il avait fait rajouter un E, elle avait été assez agacée de voir que tout était mélangé, et elle avait constaté que certains bulletins qui avaient été dépouillés, qui étaient des bulletins Alliance Royale, donc royalistes, n'avaient pas été pris en compte. Voilà. Et il y a eu des tas de petites listes comme ça qui n'ont pas eu toutes les voix qu'elles avaient eues dans les urnes, qui n'ont pas été comptabilisées. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est les européennes, c'est le bazar, il faut être clair, ils ne trouvent personne, donc bon. Et ils savaient très bien qu'on n'allait pas contester le fait de ne pas avoir eu 2 voix signalées dans une élection, dans un bureau de vote à Rennes à la mode Boulon. Voilà, c'est comme ça. À partir du moment où on sait ça, à partir du moment où on sait que le système peut être assez retors, bon, ça nous blinde. Alors, à chaque fois, d'abord, le statut de ces élections est différent. Je ne parle pas des élections universitaires, parce que je me suis aussi présenté aux élections universitaires, et là j'ai été élu. J'ai été élu à chaque fois comme royaliste sur des listes indépendantes, souvent. Une liste qui s'appelait en fac de droit, c'était en 1982, autant dire 83. Autant dire il y a un siècle, j'avais été élu sous le nom d'une liste qui s'appelait le Contre-Pied, qui avait comme symbole une fleur de lys, bon, et j'avais été élu au conseil de gestion de l'université de la fac de droit de Rennes, et la deuxième fois, j'ai même été élu 2 fois à l'université de Rennes 2. Rennes 2, c'est le bastion de Rouge, comme on dit, un Rennes de la Rouge, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais ça ne l'est que parce qu'en face, il n'y a plus personne pour s'y opposer vraiment. Quand on y était, je peux vous dire qu'on n'était pas nombreux, mais jamais les gauchistes n'avaient pu bloquer la fac comme ils la bloquent maintenant sans aucun souci. Voilà, donc il y a une question de... Et j'avais été élu, tout le monde savait que j'étais royaliste, la campagne de l'extrême gauche avait été de dire « Ah, le candidat de la liste indépendante, c'est Chauvin, c'est le royaliste, c'est l'Action française, etc. etc. » Et au contraire, ça avait joué plutôt un rôle d'accélérateur, puisque j'avais été élu assez largement. On avait un seul élu sur 7 ou 8, mais j'avais été élu assez largement, quoi. Donc je n'avais pas volé ma place, comme on dit, et donc sous le titre de liste indépendante, mais j'ai toujours été considéré comme, au conseil d'administration, par les profs, par les étudiants autres, comme royaliste. Bon. Et là, j'ai pu avancer quelques dossiers, j'ai pu montrer qu'on était sérieux, j'étais présent à toutes les réunions, etc. Il y avait un sérieux qui, évidemment, pouvait servir pour la suite du message que j'avais apporté. J'ai été élu ensuite, un peu dans la foulée, aussi délégué étudiant de l'UFR d'histoire, qui avait une particularité, pour la petite histoire, c'est que c'est ma mère, ma propre mère, qui n'était pas forcément ravie, qui était elle-même la directrice de l'UFR d'histoire. Et donc, il nous est arrivé presque de faire une réunion de famille, puisqu'on était parfois, les autres délégués étudiants se déplaçaient pas souvent, parce que c'était considéré comme quelque chose d'un peu mineur, etc. Et que les autres collègues professeurs se déplaçaient pas non plus souvent. Donc, mais elle était là, j'étais là. Donc, ça donnait du crédit. Je parle là du monde étudiant, universitaire, à partir du moment où on était capable de bien se présenter, de présenter un programme, etc. Pour les grandes élections, cantonales, législatives partielles ou européennes, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord parce qu'on n'a pas forcément les moyens de se faire connaître de bonne manière. C'est une expérience à chaque fois enrichissante, et je tiens à le dire, j'ai passé de bons moments. Mais c'est une expérience épuisante. Pourquoi ? Ça nous force à nous mobiliser sur un temps relativement court. 4-5 semaines, parfois un peu plus long pour les européennes, mais en général, il faut être clair, la grande mobilisation se fait dans les dernières semaines, pour tout le monde. Ça nous oblige à travailler un certain nombre de dossiers. Par exemple, en 2009-2014, j'étais devenu absolument imbattable sur la moindre question européenne. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, je vais à Pontivy pour répondre aux questions d'une radio, où là, je n'ai pas été totalement bien reçu, enfin, il y a eu quelque chose qui m'a un peu agacé. Et j'ai rencontré un candidat qui allait devenir quelques mois après député européen. Et donc nous discutons très gentiment, c'est très sympathique, c'est un candidat, on va dire, de droite, et ça se passe très bien, on discute beaucoup, etc. Et en fait, je lui parle de l'Union européenne, on parle de... Et il m'a avoué qu'il n'y connaissait rien. C'est-à-dire que moi qui connaissais, qui lui a appris presque des trucs, je pense qu'il a quand même, bon, il avait des gens pour le conseiller, il a reconnu qu'il allait être élu, mais qu'il n'y connaissait rien, qu'il allait apprendre sur le terrain.
Alors que moi, je connaissais les choses, mais je savais que je ne serais pas élu. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça, quand on dit à chaque fois qu'on est élu le plus compétent, etc., on sait très bien que ce n'est pas le cas. On sait très bien que ce n'est pas ça. Bon. Donc, voilà. Alors, c'est une très bonne expérience parce que ça nous permet de bien connaître les dossiers. C'est vrai pour une cantonale, c'est vrai pour une législative partielle. Ça nous permet de connaître les gens, ça nous permet de nous crédibiliser parfois, etc. Ça nous permet d'avoir des articles, ça nous permet d'avoir accès à la presse, parfois à quelques petits médias, mais de moins en moins. Il faut être clair, de moins en moins. Pourquoi? Parce que, par exemple, les élections européennes, au bout d'un moment, il y avait 20 listes. Au bout d'un moment, il faut trouver la chose la plus originale. Alors, ça tombe bien, les royalistes, ça paraît un peu original. Mais c'est qu'un petit... voilà, un petit caillou, si on veut, c'est pas ça qui va troubler l'océan du pays légal. Je crois que quand il y a une élection, j'ai toujours eu cette idée-là, il ne faut pas partir à l'idée que... Alors il faut partir à... Moi je suis toujours parti à grand drapeau fleur d'Élysée déployé. J'ai toujours été candidat pour les élections nationales ou autres, sous l'étiquette royaliste. Elle a pu changer, varier, etc. Et en 2005, par exemple, ça a eu quand même, c'est la seule fois, je crois, dans l'histoire du royalisme, d'après 1970, qu'il y a eu un candidat royaliste, en l'occurrence moi-même, qui a été soutenu par l'Action française, qui encadrait la campagne, par l'Alliance royale, qui a fait un beau chèque d'ailleurs de participation, et, plus surprenant, par la Nouvelle Action royaliste, considérée comme plutôt de gauche à l'époque, etc. C'est la seule fois, je crois, où il y a eu les trois grands mouvements royalistes qui ont, enfin, trois grands mouvements d'ailleurs, l'Alliance royale, bon, aujourd'hui il n'y a plus grand-chose, qui ont soutenu une candidature royaliste. Preuve que c'est possible, parce que le travail était sérieux et que je crois que par ma personnalité, j'avais réussi à combiner, à concilier les uns et les autres qui apparaissaient pourtant extrêmement contraires et qui se fichaient sur la figure assez régulièrement à l'extérieur. Donc ça a eu cet intérêt, c'est de faire travailler des gens très différents ensemble pour une idée. Pour comment est-ce qu'on fait passer un message royaliste qui peut être entendable par les gens et qui peut être surtout crédible. Parce qu'il ne faut pas s'amuser à simplement dire « Vive le roi », il faut expliquer pourquoi. Pourquoi telle élection, une candidature royaliste est intéressante. Qu'est-ce qu'elle peut amener? Et puis à chaque fois, l'idée qu'on pose la question des institutions, même si les choses apparaissent encore fort lointaines. Alors, à chaque fois en tout cas, l'idée, ce n'est pas de faire des voix. On n'est pas dans une logique comptable ou quantitativiste. L'idée, c'est de faire entendre la voix des royalistes. C'est de faire entendre la voix des royalistes, c'est le fait de faire réfléchir sur les idées royalistes, on sait qu'on ne fera pas des gros scores. Je savais très bien en me présentant que je ne serais pas élu. D'ailleurs, si j'avais été élu, je dois avouer que je me serais sans doute très bien plu comme député français, mais j'aurais été bien seul de toute façon. Bon, c'est un peu compliqué. Alors, Léon Daudet a été élu, effectivement, etc., tout seul, etc. Il avait un groupe quand même de gens qui étaient autour de lui, d'une vingtaine ou d'une trentaine de personnes, il n'était pas complètement isolé. Bon. Mais l'idée, c'était de faire entendre notre voix, de faire voir un visage plutôt, j'essaye en tout cas d'être crédible et d'être sérieux et d'être un peu sympathique. Disons que je n'étais pas dans l'affrontement, je n'étais pas dans la provocation, j'étais plutôt dans la séduction. Mais pas la séduction comme la tentation, etc. La séduction pour que les gens réfléchissent sur les questions institutionnelles. Mon but, c'est de faire une campagne royaliste qui soit royaliste, qui apporte un plus pour le royalisme. En interne, pour nous faire travailler sur des dossiers. À chaque fois, d'ailleurs, ça fait avancer les choses, parce qu'il y a des dossiers après qui étaient très bien maîtrisés par les militants royalistes. Et puis, en externe, c'est de nous donner un visage sympathique et de dédramatiser le royalisme. Parce que ça, c'est très important. Souvent, on imagine le royaliste un peu, soit avec une perruque et tout, soit c'est le côté un peu folklore, soit c'est sous les côtés beaucoup plus terribles, etc. Le fait de voir un royaliste en vrai, en chair et en os, un type, entre guillemets, normal. En plus, je jouais aussi de mon étiquette, entre guillemets, de ma profession de professeur d'histoire, en lycée public. Alors là, déjà, ça cassait plein de mythes, certains. On imaginait qu'un professeur d'histoire, alors on me dit, ah bah oui, vous êtes en lycée privé. Ah bah non, je suis en lycée public. Et depuis plus de 30 ans, enfin maintenant plus de 30 ans, etc. Ah, surprise. Le but, c'est de surprendre, et de surprendre intelligemment, sérieusement. Et puis surtout,
ce qui pouvait surprendre certains, c'est le sérieux de nos propos, de nos propositions. Et c'est là où on se rend compte quand même que l'Action française est une école formidable de politique. Parce qu'on est capable d'avoir un discours politique qui n'est pas déconnecté des gens, déconnecté du réel. On écoute beaucoup. Dans une campagne, les royalistes écoutent beaucoup. Et ils tirent profit. C'est ce qu'on appelle l'empirisme organisateur. C'est une application intelligente de l'empirisme organisateur. Alors, ça a été le moyen donc de former quelques équipes, après, qui ont pu ensuite travailler sur d'autres thèmes, etc. Alors, j'ai parfois été critiqué parce que justement, je faisais ces campagnes politiques. On me dit, mais un royaliste doit-il être présent dans les élections? Il va se ridiculiser, il va faire un score ridicule, et puis c'est pas son lieu, etc., etc. Or, j'ai toujours considéré que c'est au moment où tout le monde parle de politique, les élections, qu'il faut être aussi présent. Parce que nous parlons de politique tous les jours. Les royalistes ont cette particularité de n'être jamais en vacances, quelque part. Mais si le moment où les gens parlent politique de manière, je dirais, pas familiale, mais presque, de manière concrète, parce qu'il y a un visage, il y a un candidat, il y a un programme, et que nous, les royalistes, nous n'y sommes pas, parce que nous disons, ben non, on ne mange pas de ce pain-là, c'est compliqué après, de revenir vers les gens et leur dire, voilà, on va vous parler politique. Ah, mais qu'est-ce que vous faisiez, etc. C'est un peu la cigale et la fourmi. Alors, ça ne veut pas dire que nous sommes des adeptes des élections à tout crin, que nous sommes des adeptes d'une démocratie qui résoudrait tous les problèmes. La meilleure preuve, c'est que ce n'est pas ce que nous disons. Bon. Mais nous pensons que ça doit être, une élection doit être, je pense qu'une élection doit être un moyen, qu'un moyen. Et, alors certains m'ont dit, oui, mais tu as pris des voix aux uns, tu as pris des voix aux autres, c'était inutile et tout. Non, on a pris des voix à personne. D'abord parce que souvent les gens qui votaient pour nous, c'est des gens qui pour certains ne votaient pas. Vous ne votez plus. C'est des gens qui sont venus nous voir à nos réunions, etc., qui m'ont dit ah, qu'est-ce que vous avez à proposer. C'est des gens qu'on est allé chercher. On a même fait du porte-à-porte. Je vous avoue que c'était un peu épuisant. Hein, ça rappelle sans doute les témoins de Jéhovah, dont on parlait tout à l'heure. Bon, je comprends que ça puisse être un peu désespérant. Bon, mais c'est un travail de fond. Hein. Et pendant longtemps, des militants de groupes qui ont aujourd'hui des représentations importantes l'ont fait. Donc voilà un petit peu. Alors, il y a aussi d'autres intérêts. C'est qu'il y avait des tracts, il y avait des professions de foi, pardon. Bon, ça c'est un petit peu. Il y avait des bulletins de vote. Bon, alors les bulletins de vote, j'avais fait un truc. Bon, on avait regardé le code électoral assez précisément, pour l'anecdote, et j'avais fait, par exemple, pour l'élection de 2005, des tout petits bulletins de vote. C'est-à-dire qu'il y avait tous les bulletins de vote qui étaient de la même taille, mais à l'époque, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, on avait le droit de faire on n'avait pas le droit de dépasser d'1 millimètre la taille, mais on pouvait faire des bulletins de vote beaucoup plus petits. Parce que personne ne savait, on avait trouvé ça. Et donc, on avait fait des bulletins de vote qui étaient assez petits quand même, hein, mais qui passaient et qui étaient reconnus comme valables, puisqu'ils ont été reconnus comme valables par la commission électorale qui se réunissait pour les créditer. Voilà. On avait aussi des panneaux électoraux, dont on s'est beaucoup servi, même un petit peu en trichant. Pourquoi? Parce qu'on avait notre affiche électorale, on avait des affiches électorales à chaque fois, de briques et de broc. Hein. Ce n'était pas des grands imprimeurs, c'était parfois de la simple photocopie, et puis des affiches d'AF qu'on avait mis ou d'autres qu'on avait mis à côté, ou alors pour les européennes, c'était des grandes affiches nationales, etc., sur lesquelles on avait mis un bandeau avec mon nom, ou avec une réunion, parce qu'on a le droit aussi de mettre une affiche avec une réunion, ou avec télécharger votre bulletin de vote, sur etc. etc. L'intérêt quand même, c'est que ces affiches-là, elles tiennent plutôt bien. C'est-à-dire que ces panneaux électoraux, j'ai constaté qu'on les déchire rarement. Et bon, on était assez préservés. Et puis, alors en revanche, c'était épuisant. Épuisant parce que vous avez des centaines de panneaux. Quand c'est sur 13 départements, vous en avez des milliers, et que on ne peut pas tout faire. Et que là, c'est là où on voit les limites. Il faut du nombre, parfois aussi, un petit peu, pour faire un travail un peu ingrat, surtout dans les campagnes. Mais dans la campagne, une affiche, ça se voit beaucoup plus que dans une ville. Hein. Sur un panneau électoral, je peux vous dire que les panneaux électoraux sont généralement près du bureau de vote, c'est généralement la mairie ou l'école, etc. Tout le monde voit les affiches. Alors il faut trouver le moyen d'être le plus accrocheur possible, mais les gens en parlent. Et puis alors, quand j'arrivais dans un café, etc., et que j'arrivais avec mon petit paquet, j'en mettais un, etc., un peu timidement d'ailleurs, vous êtes le royaliste, etc. Bon, c'était très sympathique. Ça donnait pas beaucoup de voix, mais
il y avait une espèce de banalisation, dans le bon sens du terme, du royaliste. Le royaliste n'était plus cette espèce d'alien, d'extraterrestre qu'on imagine sous des atours tout à fait effrayants, etc. etc. Ça, c'est très important. Et ça a aidé, en tout cas, partout on est passé ensuite à une certaine bonne image du royalisme, même des années après. C'est resté, ça, c'est quelque chose qui est resté. Ça, c'est quand même très important. Et puis, il y avait les tribunes dans certains journaux, les entretiens, y compris d'ailleurs quelques entretiens à la radio, etc. Donc, qui peuvent permettre de développer un peu plus nos idées. Et puis, parfois aussi des petites vidéos que les uns ou les autres faisaient. Cela étant, il y a des limites. Il y a des limites et des difficultés. La difficulté, elle est matérielle. On n'a pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas l'argent qui manque, c'est le temps. C'est souvent le temps qui manque et le nombre de bras. Alors parfois on a des bras, mais on ne sait pas trop quoi en faire. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement organisé. Une campagne, ça s'organise. Et quand on a peu, on essaie de faire le maximum. Je me souviens que pour les campagnes européennes, l'Alliance Royale était bien contente de m'avoir. On avait fait une liste de briques de broc, c'est eux qui l'avaient fait. Mais après, c'était débrouillez-vous. Donc, on n'était pas nombreux à faire campagne sur 13 départements. Mais en revanche, il y a quelques royalistes qui jusque-là ne bougeaient pas beaucoup, qui tout d'un coup se sont motivés pour aller coller des affiches dans le bled d'à côté, pour faire des photos et tout. C'est toujours ça de prix. Du coup, ça réveille quelques personnes qui jusque-là étaient vraiment endormies. Après, il faut les maintenir réveillés. Les difficultés, c'est le lendemain. Le score trop bas peut être démobilisateur dans certains cas. Il faut vraiment avoir bien travaillé les choses, parce que si le score est trop bas et qu'il démobilise, c'est tout à fait négatif. Bon. Donc, un score peut être bas, il faut faire en sorte que, quand même, nous puissions le présenter comme quelque chose d'intéressant. Alors, ce n'est pas le 0,0, etc., c'est pas le 0,1, 0,2, c'est le nombre de voix. Le nombre de voix, là, déjà, quand on le valorise, on se rend compte d'abord qu'on n'a pas fait du travail pour rien. Parce que les royalistes sont vraiment des voix, les gens, quand ils votent royaliste, c'est que voilà, c'est quelque chose, ils ne votent pas pour l'un ou pour l'autre, ils ne votent pas utile, etc., d'une certaine manière, ils votent pour des idées. Donc, nous, on a une série d'obstacles incroyables. Avant de voter royaliste, il faut passer l'obstacle de la validité, entre guillemets, il faut passer la validation par la préfecture, il faut passer l'obstacle du matériel et des militants, il faut passer l'obstacle des bulletins, il faut qu'il y en ait, et il faut passer ensuite l'obstacle de la personne. C'est-à-dire la personne, elle a regardé plusieurs partis, est-ce que je vote utile ? Est-ce que je vote pour l'un qui peut être élu, ou est-ce que je vote pour ce petit candidat royaliste que je connais à peine, etc., qui est bien sympathique, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais difficile. Le nombre de gens qui m'ont dit dans ces campagnes, qui m'ont applaudi, qui se sont arrêtés en disant bravo, c'est très bien ce que vous faites, etc., et qui en définitive, mais je suis déjà engagé pour l'un ou pour l'autre, impressionnant. Mais c'est déjà ça aussi. C'est-à-dire que c'est pour ça que je me dis, c'est pas le nombre de voix qui compte, c'est le nombre de gens qu'on va toucher, c'est la manière dont on va faire entendre notre voix. Voilà. Et puis, alors, les difficultés, c'est parfois le risque de découragement, de décrédibilisation, peut-être moins, mais de découragement quand on s'est beaucoup motivé, quand on a beaucoup travaillé. Je me rappelle que certaines campagnes électorales, je vous disais, je corrigeais mes copies sur le capot de la voiture, quoi. J'avais fait des kilomètres, des milliers de kilomètres pour coller quelques affiches, etc. C'était parfois un peu désespérant. Et évidemment, quand on arrive à un nombre de voix qui est inférieur à la fois précédente, alors qu'on a fait 2 fois plus de travail, en 2014 par rapport à 2009, tout ça parce qu'il n'y a pas de bulletin, il faut que les gens fassent le tirage de bulletins et que, bon, en plus, il y a tout ce que je vous ai raconté dans les bureaux de vote, c'est un peu décourageant. Le candidat, c'est-à-dire moi-même, a eu un moment, je me suis dit, tout ça pour ça. Bon, alors après, je me suis rappelé des gens, il y a eu des gens qui m'ont recontacté après, donc c'était pas totalement négatif. Mais il y a quand même ce risque-là qui peut arriver si on n'a pas une certaine résilience, je veux dire, si on n'a pas la foi, j'allais dire, caveau du roi, chevillé au corps. C'est évident. Et puis, alors l'autre problème, c'est que parfois, on ne peut pas faire le suivi sur le terrain. Ça, c'est plus problématique. C'est-à-dire que quand on peut faire un suivi, c'est-à-dire qu'on est bien implanté, on nous connaît, etc., c'est tout bénef. Parce que voilà, on a une suite, voilà, on discute, tiens, j'ai voté pour vous, tiens, vous faites une réunion, je viens, etc. Tiens, on prend un verre, etc. On discute, qu'est-ce que je peux faire, etc. Là, c'est bien. Et quand c'est sur des zones trop étendues et qu'on n'y est pas constamment, là, on perd un peu de tout l'effort qu'on a fait. Et ça, c'est sans doute une des difficultés, c'est réussir à être assez présent. Alors, les réseaux sociaux peuvent nous aider. Ils peuvent jouer aujourd'hui un rôle qu'à l'époque, ils ne jouaient pas encore, je parle des années 2000 surtout, ils peuvent jouer un rôle de suite. On suit les choses. Donc ça, c'est déjà pas mal, éventuellement. Donc, en tout cas, si je dois faire
un bilan. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? C'est une opportunité. Il faut la saisir. Il faut la saisir quand on le peut et quand on est sûr d'assurer quelque chose. Si c'est juste pour avoir une affiche, etc., et qu'on ne fera pas de campagne, c'est pas la peine. En revanche, si c'est pour nous forcer à travailler, on va travailler sur des dossiers contre les gens, c'est ce qu'on appelle le télétravail aujourd'hui. J'ai été sans doute l'un des premiers à travailler sur ce sujet-là, sachant que c'était les débuts de l'ordinateur, il n'y a même pas encore Internet, en 95 pratiquement pas. Et on a évoqué cela parce qu'on avait travaillé sur le sujet, on s'était posé la question à quelques-uns, comment est-ce qu'on fait justement pour revitaliser les centres-bourgs, les petites villes, etc., sachant que la ville est à 20 minutes en TGV, mais que beaucoup de gens aimeraient rester chez eux ou pourraient faire des choses chez eux. Et donc, d'une certaine manière, eh bien, on avait évoqué, un peu avant l'heure, le télétravail qui est devenu désormais une réalité. Alors, ça permet de travailler donc sur les thèmes moins idéologiques, plus concrets. Ça permet aussi de comprendre les choses, d'appliquer un véritable empirisme organisateur, de travailler à faire et à créer des propositions, parce qu'il faut aussi parfois créer un programme de propositions. Ça a l'intérêt de former une équipe de cadres, quand il y a déjà un petit terreau au départ, une équipe de cadres prêts à travailler ensemble, pendant et après l'élection, et parfois sur des thèmes, sur des temps très courts. C'est-à-dire qu'après une élection, s'il y a une campagne, par exemple, à faire sur un domaine social ou autre, paf, l'équipe elle est là, on la mobilise tout de suite, ça y est, on sait faire. Et on est beaucoup plus efficace. Donc ça crée de la fluidité dans l'action. Et puis, le but, c'est aussi, d'une certaine manière, de faire durer le plaisir, de toujours penser à préparer cette suite pour que, justement, ce travail puisse s'enraciner ou se pérenniser, hein, et en se rappelant toujours que l'élection ne doit pas être une fin, mais en fait le début de quelque chose ou le moyen pour faire entendre ce que nous avons à dire. Donc voilà mon expérience. Donc vous voyez, c'est une expérience nuancée, je vous donne un bilan contrasté, mais je pense que si c'était à refaire, je le referais, peut-être différemment. Je vais tirer des leçons, etc. Je sais maintenant comment faire une campagne. Mais là encore, sans l'ambition dans un premier temps d'être élu, de faire énormément de voix. Mais de récupérer, de rattraper un certain nombre de personnes qui parfois, dans une campagne, j'ai quelqu'un qui a fait la campagne d'un autre candidat, mais qui nous a rejoint après. Parce que, en définitive, son candidat n'avait pas fait un score beaucoup plus brillant que le nôtre, et qu'en définitive, ça correspondait plus à ses idées. Il avait cru voter utile, et en définitive, il a compris que ce qu'il fallait voter, c'était nécessaire. Ce n'est pas la même chose. Et donc, royaliste. Voilà très rapidement donc cette expérience électorale, ce témoignage. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, Oui. Vous n'avez pas abordé le sujet des violences. Avez-vous eu des violences à votre rencontre, autant physiques que verbales? Non, pas vraiment. Okay. Sur toutes les campagnes électorales, non. J'en ai pas souvenir. On s'est enguirlandé une fois, c'était en 88 avec Yves Cochet, bon, on était habitués, qui était à l'époque adjoint au maire écologiste de Rennes, etc. Mais en fait, Cochet était toujours très ennuyé parce qu'il se trouve qu'en 83, c'était pas mal de royalistes françaises qui avaient aidé, je dirais, à une partie de la campagne des écologistes, et il l'avait très mal pris. Il considérait que nous n'étions pas ce qu'il voulait que les écologistes soient, et il était très fermé. Hein. Maintenant, c'est pas bon. Il est très différent, il a beaucoup changé, mais à l'époque, il était extrêmement sectaire, extrêmement idéologue, etc. Très d'extrême gauche, en fait. Et ça l'avait embêté, parce que ça gênait tout à fait ses calculs. Là, j'ai parlé des élections où je me présentais en tant que royaliste, mais il y a aussi toute une stratégie électorale où on peut soutenir tel ou tel candidat, faire telle ou telle campagne, parce qu'on a un but particulier. C'est-à-dire que là, voilà, on avait un but particulier sur l'environnement, sur l'écologie. C'était en 1983, donc bien avant que ça prenne la tournure que nous connaissons aujourd'hui. Mais non, j'ai pas souvenir. Oui. Oui, moi j'étais surtout en 1997 candidat, vous avez dû le savoir, aux élections législatives avec Philippe de Villiers, quoi, dans ce quartier ici. Hein. Bon, j'ai fait un peu plus de voix que vous, 2%, mais bon, c'était un peu le même état d'esprit. Le seul truc, c'est j'ai vu que quand même que ça gênait les partis principaux. J'étais étonné. Alors, oui, voilà, c'est ça. Ça peut gêner. Alors, nous, on gênait personne, d'une certaine manière, parce que, alors, on avait
les royalistes apparaissaient comme en dehors du jeu politique. Et donc, on ne s'intéressait pas à ce que pouvaient représenter les voix des royalistes. Quand ils ont vu quand même, c'était face à Devedjian, alors j'ai dit que c'était 255 voix à Vitré, mais finalement c'était pas plutôt 291, 214, c'était dans ces eaux-là en tout cas. Quand Devedjian a vu que c'était quand même un score qui n'était pas totalement négligeable, il n'en avait pas besoin pour être élu. Mais, disons qu'on nous a regardé un petit peu différemment. Mais déjà, on nous avait beaucoup vu pendant la campagne. Et on était, à chaque fois j'étais allé saluer les différents candidats. Jack Lang était venu me saluer, oui, Jack Lang. Alors il était accompagné de Didier Barbelivien. Alors Barbelivien était avec Devedjian, mais il était dans un état, pour la petite anecdote, comment dirais-je, un état à plus de 3 degrés d'alcool, à mon avis, Barbelivien. Et quand il avait vu qu'il y avait un candidat royaliste, ah là là, c'était la fête pour lui. Il m'avait félicité, remercié, je ne savais plus où me mettre, etc. Mais parce que je ne savais plus où me mettre, surtout parce qu'il était dans un état d'ivresse très avancé. Il faut bien le dire. Mais voilà, Devedjian était venu me saluer, on a discuté un peu avec lui. Alors j'ai discuté à plusieurs reprises avec lui, mais il y a un petit passage qui est passé sur Internet, qui est encore visible, où on le voit discuter. Et comme il voit qu'il est filmé, il n'a pas tout à fait le même rapport que lorsqu'il n'était pas filmé. C'est assez amusant. J'avais discuté aussi avec Jack Lang, qui avait considéré que c'était bien pour la diversité, était allé soutenir le candidat socialiste, mais il m'avait remercié d'être là. Jack Lang. Donc vous voyez comme quoi c'est surprenant. Vous voyez comme quoi le royaliste c'est pas celui qu'on va fuir à tout prix, etc. À partir du moment où il se présente gentiment, qu'il est là, et qui en même temps, vous voyez mes tracts, et j'ai discuté, on était ferme sur les positions, c'était pas du tout de la démagogie de notre part, mais simplement d'avoir un visage avenant. Ne pas arriver, je dirais, de manière brutale ou autre. Et les gens apprécient quand même. Les gens apprécient. C'est ce qu'on appelle être comme un poisson dans l'eau. Après tout, c'est ce que faisaient les chouans. Les chouans étaient comme des poissons dans l'eau. Donc c'est un peu la même idée. Oui. Ça fait la transition avec l'actualité. Vous savez sans doute qu'il y a pour les élections européennes une liste un peu, on va dire, terroir, chasseurs-pêcheurs, qui sera menée par Willy Schrein. Je voudrais savoir si du coup dans le contexte, on va dire, où il y a beaucoup de pessimisme, en tout cas d'anti-Union européenne, mouvement anti-Union européenne qui se développe, en plus de votre expérience où vous avez rencontré beaucoup de personnes pro-royalistes, pro-tradition, j'imagine également, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'il y a, je pense, Alors en fait, cette élection européenne n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vais être très clair, j'en ai fait 2 campagnes électorales, je vois comment ça se passe, je vois les thèmes qui sont abordés. Il est beaucoup plus intéressant pour les royalistes de travailler sur les différents thèmes qui ont été abordés, de voir les uns les autres, éventuellement de soutenir individuellement les uns les autres. Pour le reste, il y aura même une liste, je crois, je ne sais pas sur une liste Alliance Royale cette année, ils ne m'ont pas contacté en tout cas, mais cette liste-là ne me paraît pas crédible. Il y a des gens intéressants à l'intérieur, mais elle ne me paraît pas crédible. C'est une liste qui ne fera pas 1%. C'est pas la grande époque de chasse, pêche, nature et tradition où ils arrivaient à 5 ou 6%. Il n'y a pas du tout la même ambiance et d'ailleurs c'est un échec parce qu'ils n'arrivent pas à mobiliser, ils n'arrivent pas à motiver les gens pour être sur leur liste. Donc j'y crois pas du tout. En revanche, ce que c'est vraiment, et pour faire la transition d'une certaine manière, c'est que l'élection européenne va être sans doute en partie animée par la question agricole. Ça, c'est certain. C'est certain. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'inquiéter énormément. Mais je vais être clair, quels que soient les résultats des élections, ça ne changera rien. L'Union européenne, et j'ai bien travaillé dessus, sur le Parlement, sur l'Assemblée, sur les institutions et tout, l'Union européenne est de toute façon un bulldozer. C'est la logique du critère. Et en définitive, je vais vous donner très simplement, je racontais hier l'anecdote du représentant européen qui était dans l'avion pour aller négocier, signer le traité du Mercosur. C'était l'Allemagne et c'était Ursula von der Leyen qui l'avait envoyé là-bas. C'est Macron qui a descendu l'avion, comme je dis souvent, sans avoir besoin d'un missile de l'inscud, un coup de téléphone a suffi, il a dit tout. On arrête tout. On arrête tout. Il n'y a pas eu de signature. L'Allemagne est furieuse, Ursula von der Leyen et les Pays-Bas disent ce n'est que partie remise, etc.
Macron a dit c'est suspendu. Suspendu ne veut pas dire supprimé. Alors ce que je crains, c'est que de toute façon, toutes les mesures qui sont prises, je vais peut-être en reparler tout à l'heure, toutes les mesures qui sont prises pour les agriculteurs aujourd'hui, qui restent quand même modestes, hein, en fait, il faut être clair, qui sont les mesures d'accompagnement, mais qui sont modestes et qui ne résolvent pas grand-chose en définitive, peuvent être dénoncées d'une part par l'Union européenne elle-même et d'autre part par la Cour de justice de l'Union européenne, comme étant n'entrant pas dans le droit européen. C'est-à-dire que M. Attal peut bien se démener, mais je crois qu'il s'en rend compte d'ailleurs. M. Attal et M. Macron peuvent bien se démener de manière démagogique peut-être, etc. Mais après tout, bon, le diable porte pierre parfois, regardons ça avec intérêt, pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux pour une part des agriculteurs. De toute façon, après les élections européennes, ça sera coup près pour eux. Parce qu'il y aura toujours un Conseil européen ou une Commission européenne, quelque chose qui dira ce n'est pas compatible avec les lois du libre-échange. Parce que c'est ça qui sera mis en avant, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vois tout de suite ce qui va sortir. On le sait. Les paysans, un certain nombre d'agriculteurs savent très bien qu'ils sont dans la seringue. Voilà. Alors le but, ça serait d'essayer de casser la seringue, au moins l'aiguille. Mais donc c'est pour ça que les élections européennes, je vais être clair, hein, moi j'ai discuté avec les agriculteurs, hein, ceux que j'ai vus, etc. Bah, de mon côté, ça ne les intéresse pas. Ils ont des choix bien arrêtés, qui sont évidemment des choix de rupture, c'est clair, mais qu'est-ce que ça peut être? Tous les pays n'ont pas forcément la même motivation, la même type d'élection, etc., etc. N'oubliez pas que c'est l'élection européenne qui a le plus fort taux d'abstention aujourd'hui. Hein. Le plus fort taux d'abstention, où les gens y croient le moins. Regardez, on est à quelques semaines de l'élection européenne, on l'oublie un peu trop, c'est 9 juin. On en parle à peine, on en parle à travers les sondages, on n'en parle qu'à travers 2 candidats. Le candidat de Renaissance, dont on ne sait toujours pas qui c'est, et Jordan Bardella, point à la ligne. Le reste, terminé. Les autres n'existent pas. On a beau dire, ah oui, rendez-vous aux européennes et tout, mais moi je le vois autour de moi, la plupart des agriculteurs que je connais ne se déplaceront même pas. Même pas, ça ne les intéresse pas. Ils disent, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Ça fait des années qu'on se déplace, qu'on n'arrête pas de se déplacer, qu'on n'arrête pas d'envoyer des listes, etc., qui doivent être des listes de rupture. Ça ne sert à rien, ça ne change rien. Donc il y a là une véritable rupture, et là ça reprend un petit peu la thématique maurassienne entre le pays légal, on pourrait dire l'Europe légale et l'Europe réelle, entre le pays légal et le pays réel. Là c'est très clair. Hein. Alors c'est peut-être justement un moyen de faire une transition avec ce que je voulais évoquer sur la question politique, c'est-à-dire justement la crise agricole. Je vais juste prendre un petit verre d'eau, hein. On coupera en montage, comme dit l'autre. Parce que vous voyez, je suis très bavard, il faudra m'arrêter, hein. Je vous l'ai dit, au bout de 3 heures, on m'arrête. Hein. Donc, je suis très bavard, mais du coup, je m'assèche énormément. Ah, j'espère qu'on passera à des choses plus sérieuses dans le pays marseillais après l'eau. Hein. En général, c'est pas de l'eau qu'on boit à Marseille, il me semble-t-il. Hein. Bref. Alors, la crise agricole, la crise paysanne. On en parle beaucoup et on va en reparler encore. Au départ, quand j'ai été invité, donc pour Marseille, c'était la politique. La politique, donc la question politique du moment, d'une certaine manière. Et au départ, j'étais parti sur autre chose. Justement pour évoquer les élections qui pointaient les différentes forces politiques, le nouveau gouvernement, ma nouvelle ministre. Hein, je suis prof d'histoire, donc j'ai Madame Belloubet comme ministre. J'ai une ministre qui est passée un peu rapidement, etc. Et dont on a déjà oublié le nom. Et qui s'occupe maintenant des Jeux Olympiques. Si elle s'occupe aussi bien des Jeux Olympiques qu'elle s'est occupée de l'éducation nationale, là, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, cette crise agricole, elle n'est pas terminée. Elle a commencé il y a quelques semaines, elle couvait depuis des années. D'abord, ce n'est pas la première, et c'est sûrement pas la dernière. Mais je pense qu'on aurait tort de voir cela comme une simple crise. En fait, ce qui se passe, ce qu'on appelle une crise agricole, aujourd'hui, ce qu'on appelle la crise paysanne, ce n'est jamais que la suite d'un processus. Nous sommes dans un mouvement. Il y a eu la désindustrialisation depuis 50 ans. Il y a un mouvement qui s'est fait à travers l'Union européenne, principalement, à travers la mondialisation, à travers le libre-échange imposé à tous, en particulier après 1990. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le mouvement de désagricolisation, qui est un terme que j'ai évoqué hier, qui est assez récent, mais qui est en train de percer déjà sous la plume des journalistes. C'est vrai que c'est plus facile de l'écrire que de le prononcer.
Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une crise dans le sens où on pourrait en sortir facilement, c'est l'avancée d'un système, c'est un processus qui fait que le monde paysan est condamné, d'une certaine manière, à mort par, je dirais, le mécanisme même de la globalisation, par le mécanisme même du libre-échange, par ce mécanisme dont on habitue les gens à dire qu'il n'y a pas d'autre voie. Moi, je suis assez marqué. Marx a gagné quelque part. Alors vous allez me dire, mais non, il n'y a plus de communistes. Si, il y a la Chine. Mais Marx a gagné. Marx était cet homme du sens de l'histoire. Pour lui, il n'y avait qu'un sens de l'histoire, unique. On devait arriver à une société sans classe ni État. Mais qui réalise ce rêve du monde sans classe ni État? Mais c'est la globalisation, on va dire, néolibérale. C'est la gouvernance, c'est l'anti-gouvernement. Ils ne veulent pas de politique, quelque part. Ils ne veulent surtout pas d'obstacle. L'État, c'est un obstacle. C'est celui qui fixe des limites et des règles dans un cadre donné et qui empêche de faire n'importe quoi. Bon. Et ils ne veulent plus de classe en tant que telle. Ils disent, les producteurs, on s'en moque. On ne veut voir que la consommation et les consommateurs. Et donc, en définitive, qui réalise le rêve de Marx? C'est l'ultralibéral, c'est le néolibéralisme actuel. Et il le réalise aussi avec une contrainte. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, mais qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? On voit un monde qui est totalement, je dirais, plombé par une notion de liberté qui serait exclusive de toutes les autres. La liberté majusculaire que nous avons connue en France et de manière tragique est en train de s'imposer dans le monde, alors on parle de wokisme, on parle de tout ça, etc., à toutes les libertés, je dirais, particulières, nationales, régionales, communales, professionnelles, etc., etc. Ce monde est terrifiant. C'est le monde du grand frère, quelque part. C'est le monde de la fraternité, d'une certaine manière, qui étouffe toute possibilité de véritable solidarité. N'oubliez pas que les frères passent leur temps, je vous rassure, hein, j'ai un frère et des sœurs, mais les frères, dans les traditions anciennes, passent leur temps à s'entretuer. Rémus, Romulus, Abel, Cain, voilà. Quand on nous dit la fraternité, on oublie en fait que ce n'est pas la fraternité qui crée la filiation, c'est la paternité qui crée la filiation. Hein. Père, fils, petit-fils, etc., etc. Je referme la parenthèse. Alors, je suis allé un peu loin, mais simplement pour vous dire que cette crise, donc, à mon avis, elle est intéressante par les réactions qu'elle provoque. On voit quelles sont les causes de la crise. On les connaît, c'est les plus apparentes. Les normes, les charges. Quand même une chose, hein. Les charges pour les producteurs laitiers ont augmenté de 40%, vous m'entendez bien, de 40% en 2 ans. Dans le même temps, Lactalis, au mois de janvier, a le culot de dire qu'ils vont acheter les 1000 litres de lait 405 €, ils l'achetaient 440 l'année dernière. Donc, le pouvoir d'achat, évidemment, des éleveurs laitiers s'effondre, parce que Lactalis, c'est le premier producteur laitier mondial, il impose sa loi. Le féodal impose sa loi, je dirais, aux éleveurs et tout. Ça provoque aussi une énorme colère contre les grandes multinationales qui pourtant ont des raisons d'exister peut-être, mais qui là desservent la France, desservent les producteurs. Il y a cette colère contre les normes dites environnementales, qui sont en définitive tout sauf environnementales. Parmi les normes, il y a le fait qu'il faut planter ou semer à un moment donné, que si vous dépassez en avant ou en arrière, enfin ou après, parce que le climat s'y prête mieux, etc., vous êtes condamné. C'est le comble. C'est-à-dire que des bureaux technocrates, ce que Pierre Lebray appelait les bureaux technocrates, décident quelque part à Bruxelles de la date où ça va pousser. En gros, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'on a à la fois cette liberté qui se veut, je dirais, envahissante, étouffante, etc., et qui tue toutes les libertés en tant que telles, et en même temps, on a cette réglementation à l'extrême, cette espèce de dictature écolo-normativiste, quelque part, hein, qui, je dirais, prend à contre-pied les réalités mêmes de la nature. C'est absolument délirant. Délirant. Hein. Mais bon, je crains que malheureusement on ne soit pas au bout du tunnel pour ce côté-là. Alors, il y a aussi d'autres éléments de la crise, hein. C'est la concurrence déloyale. Je ne vais pas faire toutes les causes, hein, parce qu'on en entend beaucoup parler, etc. Je vais faire quand même quelque chose d'assez simple. C'est la concurrence déloyale.
c'est le libre-échange, c'est les accords de libre-échange. La Nouvelle-Zélande, on craint le lait en poudre, on craint les kiwis, on craint tout ce qu'on veut. Alors d'ailleurs, on nous parle d'écologie, mais c'est tout à fait ridicule. On impose aux producteurs français et européens des normes qu'on n'applique pas aux produits importés, et pas seulement pour le poulet ukrainien. Exemple, pour un kiwi de Nouvelle-Zélande, il pèse son poids en pétrole. Il pèse son poids en pétrole. Du kiwi, on en fait à côté de chez moi. On peut en faire en France, il n'y a pas de problème. On en fait, on a une production de kiwi qui est très importante. Eh ben non, le kiwi est le mieux. Alors là, je crois que c'est le plus absurde de l'absurde. C'est quand vous allez dans certains magasins bio, que je ne citerai pas parce qu'ils ne méritent pas qu'on leur fasse de publicité pour cela, où vous avez des kiwis bio de Nouvelle-Zélande. Alors ça, c'est le comble de l'absurde. Des kiwis bio qu'on fait 20 000 km, alors que les kiwis, vous pouvez en faire à 100 mètres de chez vous ou dans votre propre jardin. Bref, passons. Alors, cela étant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte que cette crise n'est pas qu'une crise économique, sociale ou autre. C'est une crise de civilisation et de transmission. Il y a eu 2 articles que je vous conseille de lire et de récupérer si vous le pouvez. L'un, c'est celui de Pierre Vermeuren. Pierre Vermeuren est quelqu'un de très intéressant qui a été un des grands analystes des Gilets jaunes et qu'il faudrait citer peut-être plus souvent. Cet article de Pierre Vermeuren, Révolte des agriculteurs, nous sommes face à un choix de société et de civilisation. Et il dénonce en fait ce qui s'est passé pendant des années, etc. Il dénonce en fait les intentions de l'Union européenne, mais plus largement de la mondialisation, de faire une agriculture sans agriculteurs. Et il y a un autre article, plus court, de Robert Redeker, que certains d'entre nous connaissons, La révolte des agriculteurs est le véritable soulèvement du peuple de la terre. Et cet article est d'autant plus intéressant que, justement, il évoque quelque chose que les écologistes, par exemple, ce qu'on appelle les écologistes, ça revient à ce qu'on disait hier, ont oublié, le peuple. Il n'y a pas de terre sans peuple, il n'y a pas de terre cultivée s'il n'y a pas un peuple pour le cultiver. Et aujourd'hui, les écolos, je dirais, enfin les écologistes, ceux qui se prétendent écologistes et qui le sont autant que moi je suis archevêque, eh bien, ils ont oublié le peuple. Ils ont oublié les gens qui vivent. D'ailleurs, certains sont même pour l'extermination de l'espèce humaine en disant « Ah là, la planète se porterait bien mieux s'il n'y avait pas les hommes. » On en est là pour ça. C'est vraiment une frange, je vous rassure, tout à fait extrémiste. Et d'ailleurs, on s'étonne toujours qu'ils soient encore vivants, puisque si l'homme est vraiment le malheur, pourquoi est-ce qu'il ne commence pas à en supprimer quelques-uns des propres éléments de celui-ci, donc eux-mêmes. Mais ils ne poussent pas la logique jusqu'à faire cela, évidemment, vous l'avez compris. Alors, cette crise de civilisation, cette crise de transmission, elle est très intéressante à comprendre. Pourquoi ? Pourquoi crise de transmission ? Eh bien parce que dans 6 ans, c'est rien 6 ans, c'est rien 6 ans, eh bien dans 6 ans, la moitié des agriculteurs actuels auront pris la retraite. La moitié des agriculteurs actuels auront pris la retraite. Et la transmission, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire, est-ce qu'il y aura des gens pour prendre la suite ? Et aujourd'hui, il y a une nouvelle jeunesse. On essaie de motiver les jeunes pour reprendre le monde agricole, mais ce n'est pas du tout dans l'intérêt d'un certain nombre de grands financiers ou de grands producteurs, etc. Eux, écoutez, je l'ai raconté l'autre jour à Lyon, dans les manuels d'histoire, le programme 2019, mais c'était déjà vrai dans le précédent, quand on aborde ce qu'on appelle les espaces productifs en France, etc., qu'on aborde les espaces productifs agricoles, on explique en gros qu'il y a encore trop de paysans et que la logique c'est d'avoir de moins en moins d'agriculteurs. Et là, je voudrais donner la réponse que Maurras faisait à ce genre de propos, parce que Maurras de ce côté-là avait il connaissait la question paysanne. Et il écrit une phrase dans l'Action française du 29 juillet 1923, et qui peut résumer, je dirais, ce que nous pensons de cela, et que nous pensons qu'il faut aider les producteurs sans oublier la qualité de la production. La qualité et les producteurs. Voilà ce que dit Maurras, le 29 juillet 1923, il y a un siècle, si l'intérêt public exige la protection du produit, a fortiori impose-t-il la protection du producteur. Et c'est justement ce que l'Union européenne, ce que la mondialisation, ce que la gouvernance néolibérale ne veut pas. Eux, ils veulent libre voie, libre champ, pourrais-je dire d'une certaine manière. Et ça, c'est évidemment contre cela que les gens se révoltent. Parce que la révolte, elle vient de très loin.
Quand je dis que c'est une révolte du peuple de la terre, hein, c'est que là, c'est une révolte qu'on n'arrive plus à encadrer. La FNSEA est dépassée. Ils sont en train de véritablement craindre pour le salon de l'agriculture. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure à quelques-uns, c'est que je ne suis pas certain que faire du mal au salon de l'agriculture soit une bonne chose. Au contraire, il faut se servir du salon de l'agriculture comme d'une véritable tribune, accueillir le maximum de gens et leur montrer la réalité du monde agricole au-delà, je dirais, des simples stands. Il ne faut surtout pas braquer les gens et ne pas faire du salon de l'agriculture un enjeu purement politique. Ça serait une erreur de stratégie. On verra ce qu'il en sera. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je pense que ce week-end, le gouvernement va cogiter pour essayer d'éviter une nouvelle flambée. Vous savez que cette semaine, il est prévu une nouvelle montée des tracteurs sur Paris, avant vendredi. Voilà. Alors, voilà quelques éléments d'actualité de cette crise qui, vous voyez, est plus qu'une crise. Je vous ai dit que ce n'était pas une crise économique parce qu'elle s'inscrit, c'est le processus, c'est la suite logique du processus de la mondialisation, et donc il y en aura d'autres, donc ce n'est pas une crise économique en tant que telle, mais c'est une vraie crise de la transmission et de la excusez-moi, je perds mes mots, excusez-moi, de civilisation, parce qu'on est en train d'arracher les derniers plans qui raccrochaient d'une certaine manière le peuple réel quelque part. La campagne, c'est très important. Sully l'avait déjà compris, Henri IV l'avait compris, etc. Et là encore, il faut une politique française. Il faut une politique agricole française, il faut un État. Alors, vous allez me dire, la monarchie n'a pas été paysanne. La monarchie n'est pas paysanne en tant que telle. La monarchie a été faite par les villes. Le roi est un roi citadin, ce n'est pas un roi paysan. Ce n'est pas le roi d'Homère, ce n'est pas Ulysse. Hein. C'est un roi citadin. Mais le rôle de la monarchie, c'est de préserver, comme le dit Maurras, l'intérêt du producteur, comme, je dirais, la qualité de la production, d'une certaine manière. Et un État, il doit être fort. Alors Macron, parfois, il a des moments comme ça où il sursaute, etc. Mais ce ne sont que des sursauts. Ce qu'il faut, c'est un État véritablement conscient de son rôle. Et je crois que pour en casser la crise de transmission et de civilisation, qui correspond tout à fait à l'espèce de table rase que voudrait la mondialisation, eh bien, il faut que l'État réengage une politique et soutienne une politique d'aménagement du territoire, de redéploiement rural, comme on le dit. Et certains évoquent, on l'a vu après le Covid, certains ont dit, mais le retour à la campagne, au monde rural, etc. Oui, mais ça ne peut pas se faire n'importe comment. Et là, aujourd'hui, il y a peut-être justement des messages simples à porter. Ce redéploiement rural doit s'accompagner d'un retour de la qualité, de la souveraineté alimentaire, ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Quand on en parlait il y a 10 ou 30 ans, on nous regardait avec des yeux ronds. C'est quoi la souveraineté alimentaire? On disait, mais vous êtes, regardez, on vend du blé aux uns et aux autres, mais tout le monde profite, la terre est un seul grand jardin. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. On voit bien que ce n'est pas un seul et grand jardin. Et mieux vaut cultiver dans son jardin qu'attendre les produits du jardin des autres. Surtout qu'on voit qu'en général, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc voilà le rôle de l'État. Et alors une remarque. Vous vous rappelez que Sully dit « labourage et pâturage sont les deux mamelles qui nourrissent la France, voici les vraies mines d'or du Pérou, etc. » Bon, mais pour qu'il y ait un Sully, encore faut-il qu'il y ait un roi, encore faut-il qu'il y ait un Henri IV, encore faut-il qu'il y ait un État. C'est l'État qui permet d'enraciner véritablement une politique agricole. Ce n'est pas l'État qui va semer, ce n'est pas l'État qui va planter, ce n'est pas l'État qui va moissonner ou vendanger, mais c'est l'État qui va permettre à l'agriculture d'être, qui va permettre au monde paysan de s'enraciner et de retrouver dans les campagnes des services publics dignes de ce nom. Le pays réel, il a des racines paysannes profondes. Il y a des racines paysannes de la France. Je vous ai dit que l'État royal était plutôt un État urbain, citadin. Mais c'est un citadin qui ne méconnaît pas évidemment l'importance de ce qui lui permet de se nourrir et de vivre. Et les rois ont toujours été d'ailleurs très sensibles à cette question agricole. Il n'y a pas de raison que ça change loin de là. La République, elle, beaucoup moins. La République ne s'intéresse d'abord, considère. Je vais vous donner une anecdote. Au temps de Jules Ferry, les républicains les plus avancés, les plus progressistes, parlaient non pas de la campagne, mais ils employaient un terme colonial pour parler de la campagne. Or, entre eux, la cambrousse. Vous avez entendu parler de ce terme? Eh bien, le terme de cambrousse, c'est un terme péjoratif qui est lié à la colonisation. C'est-à-dire que certains républicains considéraient que les paysans étaient les ploucs, qu'il fallait considérer comme le petit Africain au fond de sa savane ou de sa forêt équatoriale. C'était le même raisonnement.
C'était le même raisonnement. On l'a retrouvé aujourd'hui avec les urbains des grandes métropoles, où il y a une rupture entre les urbains des grandes métropoles qui savent, qui ne parlent plus qu'une seule langue, le globisme, etc., et puis les gens de la campagne. Rappelez-vous ce que ça a créé, cette fracture. Ça a créé les gilets jaunes. Et là, on n'est pas loin d'avoir les gilets verts, je dirais, qui pourraient surgir. On est en train de revoir la renaissance des gilets jaunes à travers le vert, d'une certaine manière. Et on est au début, je pense, sans doute, d'un soulèvement à durée illimitée. Je pense qu'on est au début, nous sommes dans ce mouvement. Il y a deux mouvements qui vont s'opposer. Il y a ce mouvement de dissolution du monde paysan, et puis il y a un mouvement de reconstruction, de réenracinement, et qui correspond bien peut-être à ce que recherchent des jeunes aujourd'hui, qui cherchent un sens à leur vie et au travail. Et peut-être justement que la terre, la vraie terre, pas celle du pot de fleurs que les écolos connaissent simplement, ou du vélo électrique, la vraie terre a encore des choses, je pense, à dire à notre jeunesse. Et je proposais ce matin justement que dans l'éducation nationale, il y ait une initiation justement aux travaux de la terre, aux travaux de l'agriculture, comme à l'alimentation, à la gastronomie. Il y a beaucoup à faire. Et là, c'est une volonté d'État qui peut le faire. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement sur cette crise qui... du moins cette crise de transmission et cette crise de civilisation qui est en train de prendre un tour, je dirais, très politique et très visuel sans doute la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions sur le thème agriculture ou pas? Alors, il y a une conférence plus complète qui devrait être mise en ligne, je pense, par l'AF Lyon dans quelques jours. Mais là, j'ai laissé tomber mes notes, comme vous avez vu. Je l'ai un peu résumé, synthétisé, peut-être un peu complété, justement. Ça mériterait beaucoup, évidemment, d'éclaircissements, mais comme je pense que vous souhaitez partir avant 3h du matin, je m'arrêterai là. Bon. Mes élèves, eux, ils ont une cloche. Mes élèves, au bout de 55 minutes, ils savent qu'ils sont obligés de partir. Et moi aussi, surtout. C'est quoi le nom de la conférence? Pardon? Le nom de la conférence? Non, le nom de la conférence, c'est celle que vous trouverez, mais pas tout de suite, qui sera publiée par l'Action française de Lyon. Voilà, sur l'agriculture. Alors, est-ce qu'il y a une question, éventuellement? Allez-y, je vous écoute. Oui, bon, je reviens à l'actualité, à mes réflexions. Je vois que sur l'Ukraine, je vois un peu les Américains qui se désinvestissent, et je vois au contraire Macron qui resserre les liens. Je me dis que ce qui intéresse l'Ukraine, justement, c'est l'agriculture. C'est ça qui intéresse peut-être, c'est ça justement, pour couler l'agriculture française, qui s'appuie sur ce genre de pays-là. Sur cette affaire-là, c'est assez complexe. Et il y a quelque chose qui va sans doute, on va avoir un problème. Monsieur Macron a annoncé, alors après je ne rentre pas dans la question du conflit ukraino-russe, Monsieur Macron annonce 3 milliards d'aides pour l'Ukraine l'année prochaine. Il a annoncé comme aide pour les agriculteurs, si on fait les calculs, ça va entre 120 et 450 millions. Déjà, on entend, je voyais les réseaux sociaux cette nuit, ça commençait déjà à murmurer. Et aujourd'hui, monsieur Bruno Le Maire annonce que demain, il va annoncer une diminution très forte des espérances de croissance de la France et qu'il va annoncer, en gros, si on lit entre les lignes, 10 milliards d'économies prises, on sait où, donc, mais ça va sans doute faire mal. Et il est en train de préparer le terrain. C'est beaucoup d'injonctions contradictoires en même temps, beaucoup de contradictions. On arrive dans un salon de l'agriculture qui n'a jamais été aussi tendu. Monsieur Attal, je crois, ça va peut-être vous surprendre, mais je pense que Monsieur Attal ne sera pas sifflé au salon de l'agriculture. Parce qu'il a été sur le terrain, il a déminé, il a osé. Bon. Mais monsieur Macron, qui est pourtant son président, risque, c'est vrai, de se retrouver face à une véritable bronca. Et c'est la grande crainte d'ailleurs des services gouvernementaux. On n'arrête pas d'en parler à la radio, qui est parfois plus intéressante que la télévision pour saisir certains éléments justement d'actualité. Donc, on va voir. On est au début d'une semaine où, par exemple, la coordination rurale annonce que les tracteurs vont redescendre, je dirais, sur les routes. Et on est dans une semaine de confrontation. Mais attention, il y a quelque chose qui est assez intéressant à noter. C'est que c'est un mouvement qui n'est pas simplement limité à la France. C'est vraiment une révolte qui part avec toutes leurs spécificités,
Parce que déjà, même en France, hein, le cultivateur et l'éleveur, c'est pas le même, hein, déjà. Mais on a une révolte en Espagne, en Italie. En Italie, il y a eu une marche, enfin une marche, parce qu'on pourrait appeler ça une marche sur Rome, certains, bon. Mais il y a eu des tracteurs vers Rome la semaine dernière. En Allemagne, on a eu le blocage de Berlin, dont on a très peu parlé en France à ce moment-là, parce que le but c'était qu'on voulait éviter une contagion. Ça n'a servi à rien, parce que les réseaux sociaux ont contourné. En plus, les gens ont dit, mais attendez, il se passe des choses en Allemagne, pourquoi vous n'en parlez pas en France? Et donc, au bout d'un moment, la digue a cédé, on en a parlé en France, et on a vu ce qu'il en est advenu. Donc voilà. Donc on est dans un mouvement, on est dans le début d'une longue, on disait en mai 68, début d'une lutte prolongée. Maintenant, je vous avoue que je ne sais pas du tout quel va en être le terme. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça soit une victoire du monde paysan et qu'on arrête l'hémorragie des campagnes. Mais encore faut-il susciter l'envie chez les plus jeunes et les moins jeunes de vouloir travailler à la campagne, ce qui n'est pas toujours simple non plus. Il va falloir faire un véritable travail de reconquête des campagnes par les Français d'une certaine manière. Tout le monde disait jadis, on est fils ou petit-fils de paysans. Oui, d'accord, mais il y a une rupture justement. Hein, comme tous ceux qui sont partis aux États-Unis, ils ne voulaient pas revenir après d'une certaine manière. Et donc il va falloir recréer aussi un lien presque de filiation entre le monde agricole et le monde et la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les écolos punivistes, normativistes, etc., ils ont réussi à faire que l'agriculteur est considéré aujourd'hui comme un tueur, comme un tortionnaire, comme un pollueur, il a tous les maux de la terre. On voit bien d'ailleurs la gêne de certains mouvements de gauche, on ne pourra pas les citer, par rapport à cette révolte paysanne. Ils essayent bien de dire « Ah oui, mais attention, etc. et tout, on nous a mal compris, mais en fait notre intérêt est le même, etc. etc. » On voit très bien qu'ils sont gênés. Alors nous, les royalistes, on est particulièrement à l'aise par rapport à cette affaire-là, parce que dans l'Action française, on a toujours soutenu, à travers Paul Séry et Jean-Claire Daverne, une agriculture qui utilisait le moins possible les polluants, et même Paul Séry, Jean-Claire Daverne écrivaient dans Aspect, à un moment où personne n'en parlait dans l'autre presse militante, défendait l'agriculture biologique. Voilà. Donc on a toujours été de ce côté-là très clair. Cela étant, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui on a une agriculture très diverse, très diversifiée, et qu'il faut trouver un équilibre entre les différentes agricultures. Moi personnellement, j'essaie de n'acheter, mais depuis plus de 40 ans. Hein. Et puis avant le bio ça n'existait pas parce que tout le monde faisait du bio sans savoir, quelque part. Hein, voilà. Mais j'essaie d'être en responsabilité par rapport à ce que je pense, etc. J'essaie toujours d'aller voir la provenance d'un produit. Et quand on peut aider les circuits courts, ça permet le réenracinement. Le problème, c'est qu'il va falloir aussi convaincre des tas de consommateurs qui disent « Ah oui, les paysans, ils ont raison. Paysans, cote de popularité tout d'un coup remonté à 80%. D'accord, ok, qu'est-ce que vous allez acheter? Ah ben, je vais aller acheter le truc qui est fabriqué. Écoutez, il suffisait, là je disais qu'en arrivant à Aix-en-Provence hier, je m'arrête sur une grande aire d'autoroute et je regarde, toujours très curieux de ce qu'il y a dedans. Il n'y avait que du épanonceau fabriqué en Italie, produit en Italie, tout était produit, du saucisson en Italie. Bon, je pensais qu'on était capable d'en faire moins, que des produits en Italie. Et puis en même temps, sur cette même aire d'autoroute, dans le même bâtiment, vous aviez des casiers, prime vert, ou je ne sais plus quoi, etc., avec des fruits bio, etc., du producteur au consommateur. Vous voyez, les deux et tout. Mais j'ai bien regardé, les gens, ils allaient vers ce qui était le plus brillant et le moins cher. Moi j'ai acheté mes 6 pommes, qui sont toujours dans mon coffre d'ailleurs de voiture, hein, j'ai acheté mes 6 pommes bio, etc., comme ça, en me disant, bon voilà, ça me semble plus logique d'acheter ces 6 pommes bio plutôt que des trucs bourrés de graisse, de je ne sais quoi, etc., et qui vont profiter, non pas à des agriculteurs d'ailleurs, mais à des distributeurs ou à des transformateurs. N'oubliez pas que les agriculteurs, ce qu'ils produisent, ne leur rapportent pas ce qui va rapporter aux distributeurs. Hein. Regardez les marges, c'est aussi un des vrais problèmes. C'est pour ça qu'il faudrait travailler sans doute sur des circuits plus courts. Ceux qui font du circuit court, le seul problème c'est que ceux qui font des circuits courts, les consommateurs, les urbains qui nous parlent de bio et tout, et qui parlent d'écologie tout le temps, ils n'achètent pas bio. Hein. Un de mes amis s'occupe d'une Biocop à Versailles, il constate bien que ceux qui vont acheter bio, souvent c'est les catholiques très inspirés par Laudato Si, et parce que par nature on va acheter des choses naturelles, etc. Bon voilà, c'est les petites vieilles, et puis quelques bobos, mais c'est pas le public entre guillemets urbain par excellence. La consommation de bio, elle a diminué de 5% en France en moins d'un an. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on peut
conclure. Alors, oui, je fais une petite présentation du Gard et on termine là-dessus. Oui. Alors, je vais juste un verre d'eau, excusez-moi. Je voudrais juste dire de la part de Dieu qu'il faudrait que les royalistes s'unissent au sein d'un mouvement, un parti politique qui s'appelle Restauration Royale pour les élections du 9 juin 2024. Les royalistes de tous bords, de toute croyance, de toutes opinions. Oui, mais on n'y est pas. C'était le moment pour le dire. C'est le moment pour le dire, mais malheureusement, je peux vous dire qu'on n'y est pas. Alors, je voudrais juste présenter rapidement. On y sera. J'espère. On y sera. Je voudrais juste présenter un moment, très rapidement, le groupe d'action royaliste. On y sera car Dieu. Attendez, s'il vous plaît. Je voudrais terminer cette fois-ci. Le groupe d'action royaliste, c'est quelque chose qui existe depuis le milieu des années 2000, qui est né au sein de l'Action française comme la branche sociale de l'Action française qui s'intéressait à la question sociale et à l'écologie. Et puis, les événements ont fait que le groupe d'action royaliste est devenu autonome, a connu sa vie propre, qu'il a fait beaucoup de banquets, qu'il a fait beaucoup de publications, qu'il a créé une chaîne qui s'appelle Sacre TV. Vous avez peut-être vu quelques vidéos sur la question sociale, sur l'agriculture, sur l'histoire, etc., etc. Et nous avons organisé des banquets, nous avons fait des brochures que vous pouvez trouver sur Calaméo, des brochures, des carnets de chants, qui donnent beaucoup d'éléments, beaucoup d'arguments et qui ouvrent beaucoup de débats. Le but du groupe d'action royaliste n'est pas de concurrencer les autres groupes royalistes. C'était au contraire de donner plus, d'offrir des documents, des points de repère à des gens qui cherchaient à connaître le royalisme et qui cherchaient aussi, au-delà des piliers, des fondations du royalisme historique, qui cherchaient aussi des arguments sur la question environnementale, agricole, industrielle, sociale, etc., etc. Et nous avons, par ce travail, donc publié énormément en une quinzaine d'années, de documents qui constituent désormais une sorte de trésor et de patrimoine, si on veut, pour les royalistes de toutes les tendances qui pourront y trouver quelques éléments à travailler ou à méditer. Alors, le groupe d'action royaliste aujourd'hui, je vais le dire franchement, n'est pas dans une grande phase d'activité, mais le groupe d'action royaliste existe toujours et nous continuons à, je dirais, préserver et à entretenir ce patrimoine et à l'enrichir par de nouvelles brochures, de nouveaux articles, peut-être de nouvelles publications de l'action sociale corporative, etc. Nous avions fait aussi beaucoup de soupe du roi, c'est-à-dire que c'était des distributions de nourriture à des gens qui n'en avaient pas tous les jours, etc. Nous avons organisé beaucoup de maraudes, nous avons fait aussi beaucoup d'affiches, par exemple sur la question agricole. Nous avons fait des affiches assez originales sur la question agricole que nous avons collées, y compris la dernière, alors qui était beaucoup plus artisanale que on a fait vraiment des très belles affiches, entourées d'Éric Romy, etc. On a fait des affiches plus restreintes sur le pays réel soutient les agriculteurs, etc. Des choses assez simples, mais qui permettaient de montrer que nous collions à l'actualité. Alors ce qui m'a amusé, c'est que certains d'entre vous connaissent peut-être Christophe Bourseiller, qui a écrit beaucoup de bouquins sur les extrêmes, sur les marges et tout. Et il évoque le groupe d'action royaliste dans son dernier livre qui s'appelle La France en colère. Oh, c'est quelques lignes. Et alors, il me cite nommément comme il me dit que je suis le grand Manitou, le président et tout, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Et il explique qu'il parle de moi comme d'un royaliste écologiste. Il dit qu'il insiste sur cette particularité. Sauf que c'est une double particularité, puisqu'en fait c'est surtout l'écologie effectivement et le social dans lesquels nous avons investi énormément de temps, de textes et encore beaucoup aujourd'hui de vigueur et même d'action, ce qui nous a permis d'ailleurs, ça nous a ouvert beaucoup de portes et on a fait des dossiers qui sont utilisables par beaucoup de mouvements royalistes ou de groupes royalistes. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce petit groupe qui espère refaire des banquets et des vidéos dans quelques temps, dans quelques années pour maintenir, je dirais, Mais juste une remarque. On avait un rôle, je pense qu'on a eu un rôle de passeur, un rôle de transmetteur. À la fin des années 2000, il y avait une crise, l'action française était un peu en difficulté, etc. On a
sauvegardé, je dirais. On a amené des gens, on a formé des gens qui, lorsque l'Action française est allée mieux, eh bien, a pu puiser dans ce vivier de jeunes cadres, moins jeunes, qui étaient enracinés, qui aujourd'hui sont à l'Action française. On a été de ce côté-là un élément, si on veut, de la reconstruction d'une Action française, avec sans doute une petite tonalité plus sociale ou plus écologiste qu'elle n'a été auparavant. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Une dernière petite question, parce que quand on parle de la question sociale, il y a également la question des familles qui est, on va dire, une petite société privée. Est-ce qu'il y a je ne vais pas dire un réseau ou alors une pensée à aider un certain nombre de militants, ou surtout de militants, à se créer une famille, ou alors ça doit être uniquement un objectif personnel? Écoutez, j'ai vu effectivement dans les milieux militants beaucoup de couples se faire. Et il y a des familles royalistes qui continuent une certaine tradition et qui sont d'ailleurs des familles que nous connaissons, les Bonave par exemple, etc., qui ont donné beaucoup au mouvement royaliste sur plusieurs générations. Après, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, le monde est un monde qui s'est beaucoup fragmenté. Et donc les parcours sont très différents. Mais après tout, moi je sais que l'un de mes premiers objectifs quand j'étais jeune militant, c'était effectivement de convaincre mes plus proches, ceux de ma famille. Et donc, ça n'a pas été totalement convaincant pour tous les... On est 4 frères et sœurs, mais disons que le bilan est plutôt globalement positif, comme dirait Georges Marchais, d'une certaine manière. Voilà. Mais c'est vrai que c'est les plus proches qui peuvent importer, parce que l'intérêt des familles, justement, c'est d'avoir une filiation qui n'est pas que politique ou autre, c'est une filiation tout court. Et donc évidemment, les familles, quand elles s'inscrivent dans un courant politique, peuvent démultiplier. Je dis toujours qu'une famille, un couple, au sens, je dirais, traditionnel du terme, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est une synergie. C'est-à-dire que ce n'est pas l'addition de 2 individualités, mais c'est une union qui fait la force, qui se crée plus forte que 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3. Je ne sais pas si la formule est très belle, les mathématiciens m'en vaudraient sûrement, mais je crois qu'elle explique un peu les choses quand même. Ce n'est pas une addition d'individualité, c'est une union qui permet d'aller plus loin et plus haut. Merci beaucoup. Il y a un banquet juste derrière si vous voulez manger, puis après ceux qui veulent boire avec plaisir. Allez, à vous. Ah, enfin. Qu'est-ce que tu parles bien, Lorenzo?